L'Islande, terre dite de feu et de glace, a fait rêver plus d'un géologue par ses incroyables phénomènes volcaniques. Mais depuis 3 ans, cette île attire aussi les économistes du monde entier. Découverte vers 900 par les Vikings norvégiens, l'Islande a su évoluer à travers les siècles, malgré un climat souvent très rude. Au 19e et 20e siècle, les eaux poissonneuses islandaises attirèrent les pêcheurs européens. La morue, ou porc-sur en islandais, alors noyau central de l'économie nationale, a lancé l'épopée fabuleuse de la pêche au nord. Grâce à ses paysages fantastiques, cette terre attire dorénavant beaucoup d'étrangers, les principaux acteurs de la croissance du pays. Reykjavik, la capitale, compte aujourd'hui 120 000 habitants, soit un tiers de la population totale. Mais tous ces Vikings doivent, en plus du climat, faire face à une instabilité économique jusque-là jamais vue dans l'histoire. Mais peut-on réellement parler de crise économique dans le pays qui, en 2005, fut le plus développé du monde? Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission consacrée à la crise financière en Islande. Alors comme vous le savez, l'Islande était une petite île de l'Atlantique Nord qui de 1997 à 2008 a connu un incroyable boom économique. En effet, durant ces années, la croissance annuelle moyenne fut estimée à 4%. C'est le double de celle de la France. De plus, les investissements vers le Danemark ont été multipliés par 60 en 10 ans. Mais surtout, l'Islande a été classée par l'ONU parmi les 5 pays les plus riches du monde, mais surtout, elle devient première en termes de développement en 2005. Donc, cette période, considérée comme une véritable explosion économique par les plus grands spécialistes, a aussi permis d'instaurer le plein emploi dans la petite île et d'ainsi favoriser la consommation de masse. L'histoire a bien souvent démontré qu'un phénomène économique de grande ampleur était suivi d'un phénomène social lui aussi de grande ampleur. Et l'Islande est loin de faire exception. En effet, non seulement la consommation a décollé, mais il y a eu une surenchère de luxe. Il fallait, à tous les ménages, plusieurs voitures, notamment le dernier 4x4. Il semblait que toute la population avait gagné à la loterie, nous dit Daniel, guide touristique. Et si tout ceci a eu lieu, c'est aussi grâce à l'action du gouvernement conservateur, notamment celui de Gerhard II, qui a mené une politique de croissance. En effet, la théorie du laisser-faire, caractérisant le libéralisme, a été nettement appliquée. Les banques ont pu faire rentrer n'importe quels investisseurs, parfois douteux, dans l'économie nationale. De plus, la politique plutôt laxiste auprès des banques leur permet même de ne plus avoir de fonds propres en réserve. Ceci leur permettra de se développer très rapidement jusqu'à un certain mois d'octobre 2008. D'une part, l'économie de l'Islande a changé de visage dans les années 90 avec l'arrivée d'investisseurs étrangers. Cette économie, autrefois basée très clairement sur la pêche, se base maintenant sur la spéculation et la finance. De son histoire, l'Islande n'a jamais su répartir son système financier sur plusieurs secteurs, ce qui la rend très fragile sur le plan économique. D'autre part, l'économie de l'Islande a été libéralisée entre 2000 et 2003, c'est-à-dire qu'elle est devenue accessible aux différents agents économiques, qu'ils soient privés ou publics. Et ceci afin de stimuler la concurrence et l'innovation et de faire baisser les prix. Mais cette théorie comporte aussi des risques, car il n'y a plus de restrictions. Ainsi, la Banque centrale va même jusqu'à supprimer les réserves obligatoires des banques. Alors, après cette période de croissance exceptionnelle, quelques failles se sont ouvertes. Tout d'abord, ce fut l'endettement, qui commença sa course folle, passant de 20% du PIB en 2006 à 550% fin 2007. Cette explosion entraînera la dépréciation brutale de la devise islandaise et la chute de la bourse. Fin 2008, l'indice boursier de Reykjavik avait perdu en effet 94% de sa valeur par rapport au début de l'année, ce qui entraîna à son tour une inflation exceptionnelle de plus de 20%. La première phase de ce désastre financier se produit à l'été 2008 lorsque l'Islande rentre en inflation ouverte, c'est-à-dire que les prix augmentent de plus de 15%. Mais les choses se sont réellement compliquées en octobre puisqu'en une semaine et demie, les 3 premières banques du pays ont été nationalisées. Le peuple ne tardera pas à réagir. Le 11 octobre, en effet, les Islandais manifestent leur mécontentement dans la rue, événement aussi rare qu'exceptionnel dans cette île. Et le 19 novembre, le FMI se décide à accorder un prêt de 10 milliards d'euros, l'équivalent du PIB annuel de l'Islande. Sous la pression du peuple,
Le gouvernement de Gerhard démissionne le 26 janvier 2009, au moment où l'inflation de l'Islande passe le cap des 20%. Le 25 avril, la gauche locale remporte les élections et Johan Sigurdardóttir devient Premier ministre. Les premiers impacts sont économiques. La spéculation financière est en effet visée comme responsable des événements pour près de 60% des Islandais. Ainsi, la population perd toute confiance en cette façon de placer son argent. Or, ce phénomène n'aidera pas l'économie à se relever. De plus, cette période est un tournant dans la vie de l'île puisque c'est la première fois qu'un événement économique bouleverse autant la vie des citoyens. Cette dépression a en effet causé de grandes pertes pécuniaires, notamment dans les petits commerces de proximité. How much did the prices grow up because of the crisis? Well, they have grown from 10 up to 60%. Does the shop earn as much money as before the crisis? No. A lot less. Okay. Did some people just protest in your shop against the price? Yes, a lot of people comment about how the prices are going up, but I would not say they're protesting, but they're commenting. Okay. Bien entendu, la baisse du niveau de vie est une grande conséquence de ce bien triste épisode financier. Dans notre sondage, lorsque l'on demande aux Français à quel point le crash financier a impacté sur leurs conditions de vie sur une échelle de 1 à 10, ils répondent en moyenne 3,3 contre 5,4 pour les Islandais. De plus, 53,8% des Français considèrent que leurs habitudes de vie n'ont pas changé, alors que pour plus de 60% des Islandais, leur mode de vie a bien été modifié. Mais s'il y a une chose à laquelle ce tumulte financier n'a pas touché, c'est bien à la culture. Heureusement en effet, les Islandais montrent toujours un attachement très particulier à la musique, les livres et le cinéma. Un attachement dont bénéficient notamment les libraires. Does the shop earn as much money as before the crisis? I would say so, yes. Okay. So people continue to buy books. Yeah, everybody loves books, especially here. Okay. Mais le monde politique islandais n'a pas été épargné par le tumulte financier de ces 2 dernières années. En effet, la démission du gouvernement conservateur en 2009 n'a pas décidé les Islandais à redonner leur confiance aux politiciens. Has your way of life been changed because of the crisis? No, my friends are problems. What do you think about the government? Actually, I think it's not good. I think it's unfair to us. We didn't do anything, and like we're stuck with government, and it's like shit. We have to pay like a lot to the stupid government, and you know it's just shit. It's just shit. So for you, the government is responsible of the crisis? Yeah, like the government and the banks and all the people, we didn't do anything. Like it's their fault. Okay. To pay for and like I'm lucky because my parents did not lose their jobs or anything, but a lot of families like a friend of mine, her father lost their job, he was an architect, you know, that kind of stuff. Like it has not changed my life a lot, but a lot of other people in Iceland. La crise a vraiment changé la vie politique. Pour preuve, pour 80% des gens, le gouvernement est responsable de la crise. Et 83% des Islandais ne croient vraiment pas en lui pour sortir de la crise. Donc, à cause de la crise, toujours, 62% des personnes que nous avons interrogées dans notre sondage déclarent qu'ils ont changé d'opinion politique. La crise fut vraiment une tornade pour la vie politique islandaise. Par exemple, il y a 4 ans, 5 ans, c'était rarissime de voir une manifestation dans la rue. Ici, il y en a toutes les semaines. Et regardez derrière moi, devant le Parlement, vous pouvez voir toutes les fenêtres qui sont... tout le verre des fenêtres qui sont cassées à cause des œufs, des tomates qui ont été lancés ici. Nous sommes ici au cœur des manifestations. La plupart des manifestations
à Reykjavik. Il y a une semaine seulement, Johanna Sigurðardóttir, la première ministre de l'Islande, a fait un grand remaniement ministériel. Elle a supprimé 2 ministres et en a changé 4. Très clairement, la vie politique en Islande est devenue presque aussi active que son volcanisme. Une crise économique est tout d'abord caractérisée par un profond retournement de la situation économique d'un pays, d'une nation ou d'une zone géographique plus importante. Elle a des répercussions sur le niveau des salaires, la valeur du capital, et elle se traduit par une forte augmentation du chômage, une baisse du PIB, par de nombreuses faillites, mais aussi par une baisse du pouvoir d'achat due à la baisse du niveau des salaires et aussi à l'inflation. Gottfried Haberler, économiste autrichien du XXe siècle, la considère comme le moment de retournement du cycle économique. Mais elle est aussi souvent vue comme un phénomène qui ne se termine qu'avec l'adoption d'une nouvelle structure économique. La crise économique la plus grave fut celle de 1929. Cette dépression s'est en effet accompagnée de milliers de suicides, d'une crise sociale elle aussi de grande ampleur, mais également de la création d'institutions chargées de sécuriser le marché, comme la Securities and Exchange Commission. Une crise économique est donc un bouleversement temporaire de l'économie d'un territoire, mais elle est aussi accompagnée de problèmes sociaux et politiques. La dépression que connaît l'Islande depuis 2008 est donc bel et bien une crise économique, puisqu'elle est accompagnée de manifestations, d'une alternance de gouvernement, mais aussi d'une importante restructuration du modèle économique, comme nous avons pu le voir dans le reportage présenté par Pierre Hoffman et Benoît Tesson. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on